Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs. Pour moi, c'est la première émission de l'an 2017 et pour cette première émission, pour moi, en tout cas, j'ai le réel plaisir de recevoir une compétence, une intelligence de mon pays. Il n'est plus à présenter. En tout cas, j'ai le réel plaisir d'ouvrir ce bal de l'an 2017 avec Christophe Lutundula, qui est président de son parti, l'Alliance des démocrates pour le progrès. Très heureuse de vous recevoir, monsieur Christophe Lutundula. Merci beaucoup, madame, et merci à votre télévision pour cet honneur qui m'est fait. C'est la première émission de l'année. La deuxième, c'est la deuxième déjà. Je crois que la première, oui, la première a été déjà faite par ma consoeur Barbara Nzini, mais pour moi c'est la première pour cette année. Oui, voilà. Donc je souhaite une année nouvelle heureuse, pleine de réussites pour vous-même, pour votre télévision, une année d'une grande espérance pour les Congolais, nous tous, nos compatriotes, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Et je souhaite ardemment qu'au courant de cette émission, nous puissions travailler davantage, donner davantage de raisons pour le peuple congolais d'espérer au courant de cette année. Mesdames et messieurs, l'actualité est tellement riche. Nous allons tout go pour le premier condensé. Nous allons parler de ce premier condensé du point de presse du ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement qui a été reconduit sous Sami Badibanga. C'est Lambert Mende Malanga qui a tenu son point de presse. La réaction du MP par rapport à la signature de l'accord de la SENCO, donc l'accord du 31 décembre. La réaction de Christian Mwando Simba par rapport à cet accord toujours du 31 décembre. Et nous allons terminer par l'avis de la rue. Comme vous le savez, Congo Web Télévision ne manque jamais de poser la question aux Kinois, en tout cas à ses téléspectateurs et téléspectatrices. Et bien cette fois-ci, les Kinois ont réagi par rapport à l'accord du 31 décembre. Plus de précisions dans ce premier condensé. Même cause risquait de produire les mêmes effets. C'est le tout premier point de presse de l'année pour Lambert Mende. Il sera axé essentiellement sur l'accord dit maintenant du 31 décembre issu des pourparlers directs autour des évêques de la SENCO. Au-delà d'une surprise pour certains, le porte-parole du gouvernement parle d'une preuve de maturité de la classe politique congolaise. La preuve est ainsi démontrée, mesdames, messieurs, que lorsque les Congolais se retrouvent entre eux pour débattre des questions de souveraineté de leur pays, hors des interférences et des ingérences étrangères, ils sont capables de se sublimer et de trouver des solutions idoines aux problèmes qui les assaillent. L'accord ainsi signé, mais sous réserve au niveau de certaines familles politiques, celles-ci brandissent la nécessité d'une inclusivité plus large autour du dit accord. Lorsque nous avons constaté que des groupes politiques qui avaient commencé les discussions avec nous, nous ont quittés peu avant la conclusion de celle-ci, ont refusé de signer les conclusions de ces discussions, que nous avons attiré l'attention du médiateur, c'est-à-dire la Conférence épiscopale nationale du Congo, sur ce même travers, ce même grief qu'il importait de faire à ce nouvel accord, qui est l'absence d'inclusivité, parce que les mêmes causes risquent de produire les mêmes effets. Nous avons besoin de l'implication de tout le monde pour être sûrs que nous ne ferons plus l'objet d'interprétations complètement diverses sur des concepts sur lesquels nous nous sommes entendus. Pour l'heure, place à la restitution et c'est seulement après que les uns et les autres pourront tirer les conclusions de leur constat, a conclu le porte-parole du gouvernement. Vous vous souviendrez qu'après les dialogues de l'Union africaine, les évêques avaient crié Orbi et Urbi, et à travers le monde entier, les manques d'inclusivité pour les échanges qui ont réuni une trentaine de personnes. Déjà, vous avez les fronts pour la défense de la Constitution, principalement piloté par les MLC, qui a claqué la porte, même avant la signature. L'opposition
signataires des accords de dialogue de l'Union africaine et l'Union africaine n'ont pas signé l'accord. Pour vous dire que l'inclusivité n'est pas encore atteinte dans notre pays. Voilà pourquoi la majorité présidentielle, les délégués de la majorité présidentielle au centre interdiocésain ont décidé de signer cet accord avec une réserve fondamentale à cause du manque de l'inclusivité. Réserve fondamentale. Réserve signifie quoi? C'est-à-dire la majorité présidentielle étant polie à signer avec réserve. C'est une politesse aux évêques. C'est un refus poli de signer cet accord. Nous avons signé. Tous nos délégués ont signé l'accord avec réserve. C'est-à-dire que la majorité présidentielle ne se sent pas vraiment totalement concernée par cet accord, à moins qu'il y ait quelques modifications profondes. On va enlever cette réserve. C'est un sentiment, comme l'ensemble des Congolais, je pense, un sentiment de joie et de soulagement. Parce que la fin du mandat du président de la République et des différentes institutions, dont les assemblées provinciales, le Sénat et bientôt dans 2 mois l'Assemblée nationale, pouvait conduire à la guerre civile à l'intérieur du pays. Et cet accord va permettre quand même d'aller de manière apaisée vers l'organisation des élections à une période déterminée qui est au plus tard la fin de cette année. Donc nous sommes parfaitement soulagés parce que on a évité, et si c'est appliqué de bonne foi de tous les côtés, on évite ainsi de plonger le pays dans la guerre. Vous avez suivi aujourd'hui les déclarations au niveau de la communauté internationale où on dit qu'on va appuyer financièrement et techniquement la CENI et le gouvernement qui sera mis en place pour que les délais soient tenus effectivement comme il a été prévu dans l'accord. Cet accord est totalement inclusif parce que vous avez suivi vous-même que le porte-parole ou le chef de file de l'opposition qui était à l'Union africaine, qui est Vital Kamerhe, a signé cet accord. Donc nous considérons qu'il représente cette frange de l'opposition. Vous avez suivi également que pour le MLC ou le Front pour le respect de la Constitution a participé à tous les débats jusqu'à la fin. Et ce qui a fait le couac avec le Front pour le respect de la Constitution et le MLC, c'est juste le poste de représentant ou de présidence au niveau du comité de suivi. Ils ne sont pas fondamentalement opposés à l'accord. Ils ont tous participé, que ce soit au niveau des opposants qui étaient à l'Union africaine, que ce soit au niveau du Front pour le respect de la Constitution. Ils ont tous participé, ils ont tous contribué à l'élaboration de ce protocole d'accord et donc cet accord est complètement et totalement inclusif. Ces Quinois ont dit leur satisfaction quant au compromis trouvé au centre interdiocésain. Première chose, ils retournent l'ascenseur au pilier de la paix, le chef de l'État. Je dois profiter en passant pour féliciter, comment dirais-je, les piliers de la paix que nous avons aujourd'hui. Vous savez, on était tellement inquiets de voir que les armes qui étaient un petit peu brandies ça et là, on avait peur que ça puisse barder, mais du moins le chef de l'État et M. Tshisekedi, ils ont mis un peu de l'eau dans leur vin. Je les applaudis, nous sommes vraiment fiers d'eux. L'accord a été conclu après 3 semaines de discussions. Ces Congolais de la capitale y trouvent leur compte. On a été très contents pour cet accord qui a pris vraiment du temps et nous avions trouvé que non, les grandes parties vraiment que tout Congolais attendait peut-être pour qu'ils se mettent ensemble sont parvenus peut-être à signer un accord. Nous l'avons accueilli avec joie, nous sommes très contents. C'est le plus grand cadeau que le pourparlers de la CENCO a donné au peuple congolais. Oui, nous avons la lueur d'espoir que le pays va quand même aller dans une autre voie. C'est ça, nous sommes contents de tout ça qui s'est passé parce que le peuple attendait ça. Ce qu'ils attendent des signataires du document, c'est le respect des engagements. Que les signataires, les vrais protagonistes de l'accord, les signataires, le papa Étienne Tshisekedi et le président Kabila puissent respecter
cet accord. Nous leur donnons vraiment la chance, cette fois-ci, de pouvoir respecter cet accord, faire le preuve de leur responsabilité. Que nous allons déplorer certaines personnes encore qui désistent, et qui n'ont pas posé leur signature. Nous leur demanderons peut-être d'être un peu large. C'est ce que nous avions toujours dit, que les gens doivent se sacrifier. Mais nous attendons que, après ces assises, qu'il y ait un bon suivi pour que cette année 2017, nous puissions avoir réellement une alternance que le peuple congolais attend. Désormais, les regards sont tournés vers l'organisation des élections. Plus question de la violence au pays. Monsieur Christophe Lutundola, vous avez suivi ce premier condensé, c'est lié à l'accord du 31 décembre, mais là, ce qui ressort, c'est le mot inclusivité. Vous êtes juriste de formation, on aimerait bien savoir juridiquement, ou peut-être d'une façon un peu, permettez l'expression terre à terre, l'inclusivité veut dire quoi? Parce que ça crée vraiment un flou. Vous avez suivi la réaction des uns et des autres. Ils ont dit qu'à un moment, même la SENCO avait quitté le dialogue de la cité de l'OUA par manque d'inclusivité. Et eux, ils disent que cette fois-ci, il n'y a pas d'inclusivité. Ça veut dire quoi, inclusivité? Je crois qu'il faut éviter de faux débats qui ont les allures d'un combat d'arrière-garde. Inclusivité. Inclusivité, tout simplement, veut dire dans ce contexte que toutes les composantes essentielles de la nation congolaise et de la classe politique soient impliquées dans le processus qui conduit à l'accord. Eh bien, il faut qu'on comprenne de quoi il est question. C'est vrai qu'on aurait souhaité avoir même tous les 70 Congolais, 70 millions de Congolais dans ce débat-là, dans cette négociation, et aussi qu'ils soient tous des signataires. Nous sommes allés répondre à l'invitation de la SENCO munis des mandats de nos composantes respectives. Donc, on a négocié par délégation. Et le côté des signataires de l'accord du 18 octobre l'année dernière a été représenté par 16 personnes. Le côté des non-signataires, c'est-à-dire le rassemblement, le Front pour le respect de la Constitution et de la société civile, nous étions également 16 délégués, donc bien mandatés. Nous avons discuté, nous tous, on était là. Arrive la signature, il y a des gens qui posent des problèmes de positionnement ou en fait qui considèrent que l'accord signe leur arrêt de mort. Positionnement, ça veut dire quoi? La place dans les institutions? Dans les institutions. Disons, dans les institutions. Tout court à la primature comme ministre, c'est ça la réalité. Prenez ça globalement. Globalement. Voilà. Soit qu'on est là et qu'on ne veut pas quitter, soit qu'on veut entrer quelque part. Donc tout au long du processus, tout le monde est là et j'ai beaucoup apprécié l'honnêteté de Mme Eve Bazaïba, secrétaire générale du MLC, qui a reconnu que l'accord, en fait, c'est aussi le produit de l'effort de sa composante et ce qui est consigné, c'est aussi leur contribution. Vous comprenez? Et on a signé. Ce sont les délégués qui sont là, qui signent au nom de leur composante. Alors, aujourd'hui, ça semble dire qu'il faut que tout le monde signe. Je vais être concret et précis. Je comprends les évêques. Ils ne sont pas de politique. Pauvres évêques, avec une classe politique qui est ce qu'elle est. Ils cherchent, par exemple, à avoir la signature du Premier ministre Sami Badibanga. Il est de quelle composante? Les signataires de l'accord. Mais il n'est pas délégué. Il n'est pas délégué. C'est cette population qui ne comprend pas très bien. À la limite on aurait même pu dire que ce sont les chefs de délégation qui signent. Mais parce que nous avons notre culture, tout le monde veut marquer l'histoire à sa manière et on court vers la signature. Donc, là aussi, il faut qu'on comprenne, ce sont des délégués, j'allais dire mieux, les délégations. Et toutes les délégations ont signé l'accord. Il y a quelques individus appartenant à certaines composantes qui, pour des raisons qui leur sont propres, n'ont pas voulu signer. Mais leurs délégations ont signé. Donc l'accord est inclusif. L'accord est inclusif. Ça, c'est de un. Des deux, ceux qui parlent inclusif ne contestent pas le contenu,
de l'accord. Ils disent que c'est le produit des efforts de tous. Où est le problème? Je voudrais dire ceci, madame. Il faut faire extrêmement attention. Et je m'adresse à nos collègues signataires en particulier, ceux qui ont géré le pays. Nous réfléchissons ensemble, Christophe Lutumbi. Ils ont signé sous réserve. C'était une façon polie de ne pas froisser les évêques. C'est ça. Donc ils n'ont pas du tout signé. Il faut faire extrêmement attention, madame. Il y a des problèmes sérieux qui s'opposent au pays. Nous avons la situation politique qui est tendue. La situation économique, elle est mauvaise. La situation sociale, elle est mauvaise. Qu'est-ce qu'on veut? Parce que nous tous, nous réclamons du peuple. Nous disons que nous nous battons pour le peuple. Tenez, s'il vous plaît. J'ai ici le discours, l'allocution de vœux du gouverneur de la Banque centrale. Je vais vous donner quelques indicateurs. Permettez, parce qu'il est important que la population comprenne. Nous n'allons pas verser dans l'irresponsabilité et dans des querelles qui ne riment à rien par rapport à ce peuple dont nous prétendons défendre les intérêts. Voilà ce que le gouverneur dit dans ce discours. Taux de croissance économique, c'est-à-dire l'augmentation de la richesse nationale. En 2016, eh bien, septembre, nous sommes à 2,5. Alors qu'en juin, nous étions à 4,3. Et il y a quelques années, en 2014, c'était pratiquement 10%. 9,5%. Là, on a régressé. En 2015, 6,9%, là, 7%. Aujourd'hui, le taux de croissance cumulé de toute l'année ne dépassera pas 4%. Là, voilà, donc ça a diminué. L'activité économique est au ralenti. Les exportations ont reculé. Parce que nous n'avons jamais diversifié l'économie, c'est toujours le produit minier, le produit pétrolier. C'est le gouverneur qui parle encore. Tenez bien, madame, en termes de recettes de l'État, donc bon l'État Zouak, pour résoudre nos problèmes, les salaires et tout. Eh bien, cette année, l'année qui vient de passer, je veux dire, 2016, c'est à peine comptant vers 4 000 milliards de francs, c'est-à-dire vers 4 milliards de dollars américains. Alors que, en 2015, nous avons dépassé, c'est à peu près 4 milliards 600 millions de dollars américains. C'est-à-dire quoi? L'argent pour faire face aux obligations de l'État, n'existe plus. Alors, la conséquence est de laquelle? C'est que l'État a un déficit. Et le gouverneur dit que, pour 2016, l'année qui vient de passer, déficit cumulé de 580 millions de francs congolais. Et la banque a été obligée d'injecter de liquidités sur le marché financier. La planche à billets. Est-ce que vous ne remarquez pas sur le marché actuellement qu'il y a de nouveaux billets, surtout les billets de 1000 francs? Alors, ça rappelle qu'en affaires, ça rappelle tout ce qu'on a connu à la fin du régime du président de la République, président Mobutu. Et la conséquence maintenant, c'est que la valeur du franc congolais chute libre. Nous sommes aujourd'hui, au moment où nous parlons, pratiquement, le gouverneur... 1991 francs, si je ne me trompe pas. Mais voilà, le gouverneur lui a parlé, parce que je prends ces statistiques, hein, $1, 1215 francs congolais. Ça, c'est les statistiques. C'est 1291. Moi, je pense la photo aujourd'hui. Vous ajoutez ça. 1291. Et ça va continuer, parce qu'il n'y a pas de production. Vous comprenez? Et c'est-à-dire qu'en fait, la monnaie s'est dépréciée en 12 mois de 25%. Et le gouverneur continue. L'inflation, c'est-à-dire en fait le niveau de prix. Bien, aujourd'hui, mi-décembre de l'année qui vient de passer, nous étions à 7%. Contre, tenez-vous bien, 0,8% en 2015, 1% en 2014. Et la tendance va continuer dans le sens de la dégringolade. Les stocks de réserve, ça c'est important. Parce que nous achetons même les produits alimentaires de l'étranger. On a besoin de devises. Parce que quand vous faites ceux qui font des affaires, ils vont pour commander à l'étranger, ils apportent le franc congolais, ils achètent les devises, euros, dollars, pour acheter des produits à vendre au pays. Eh bien, s'il vous plaît, c'est le gouverneur qui parle toujours. Hein. Donc, aujourd'hui, nous n'avons que 870 millions de dollars, en tout cas en mi-décembre 2016. Il y en a qui disent qu'on est même à 300 millions. C'est ce qui représente 3 semaines seulement d'importation des biens et services. Alors qu'il y a en 2015, au même mois, on avait environ un mois et 3 semaines. Voilà.
Voilà la situation. Et je peux continuer. C'est très important. Ouais, il faut vraiment mettre l'accent sur l'économie parce qu'on oublie souvent. Et aujourd'hui, il n'y a pas de crédit pour l'économie. Parce que la Banque centrale, ayant remarqué que la situation se dégrade, et c'est le gouverneur qui parle. La situation politique, hein? La situation, non, pas de l'économie. De l'économie. La situation économique et financière. La Banque centrale a été obligée, au cours de l'année passée, à augmenter le taux de réserve obligatoire des banques. Ça veut dire quoi? Les banques ont été obligées, sur l'instruction de la Banque centrale, de passer de 8 à 13% pour l'argent que nous déposons dans le compte à vue et de 7 à 12% pour les dépôts à terme concernant les devises. Ça veut dire quoi? Les banques ne peuvent plus donner de crédit facilement parce qu'ils sont obligés de garder de l'argent sous l'instruction de la Banque centrale. Vous, les politiques, vous tenez compte de tout ça? Alors, quelle est la conséquence? Est-ce que vous tenez compte de tout ça? C'est pour ça que je vous pose la question. Vous, les politiques congolais, c'est seulement les postes qui vous intéressent. Vu cette situation ici, on a l'impression vraiment que vous vous battez pour vos ventres. Permettez l'expression, puisque là, nous sommes vraiment le pays le plus pauvre du monde. Est-ce que vous tenez, est-ce qu'entre vous, vous parlez seulement poste, place, qu'est-ce que j'aurais? Vous ne faites que donner de l'eau Est-ce que vous parlez d'économie entre vous? À mon moulin, parce qu'on est en train de raisonner en l'air. Et vous voyez donc aujourd'hui, l'économie est au ralenti, il n'y a pas d'investissement, et cela s'est accéléré avec la tension politique actuelle, le climat des affaires est tout à fait en déliquescence, et ceux qui gèrent le pays, ceux qui sont au pouvoir, l'attitude qu'ils tiennent, les propos, je m'excuse, ce sont des propos irresponsables. La situation va s'aggraver. Ils tiennent des propos qui crée la confusion dans les esprits. Au moment où des compatriotes nous disent que la signature de l'accord donne l'espoir, c'est-à-dire quoi? En fait, ils incitent les gens à haïr davantage le régime, à rejeter le président de la République. Ils ne rendent pas service au chef de l'État. Ils ne rendent pas service à eux-mêmes. Parce que ce sont eux qui ont en charge la gestion du pays. La situation se dégrade. Nous le remarquons, mes chers compatriotes, sur le marché, dans la vie quotidienne, les frais scolaires. Alors moi, je dis aux compatriotes, s'il vous plaît, arrêtez cette hémorragie. Arrêtez ce combat d'arrière-garde. Nous avons fait du bon travail avec les évêques. Le peuple a de l'espoir, mais ça ne saura pas trop durer. Ça ne saura pas, et c'est pour ça que je dis que le président Kabila a bien compris. Et pour moi, pour nous les G7, pour nous les rassemblements, on s'en tient à ce que le président a dit aux évêques dernièrement lorsqu'il leur a demandé d'accélérer la mise en œuvre de cet accord. Alors, ceux qui veulent endosser la responsabilité du blocage, de la dégradation toujours accélérée de la situation économique, mais répondront devant les peuples. Je vais leur dire que le peuple n'est pas prêt à continuer à attendre. Nous poursuivons toujours, nous restons dans ce domaine, mesdames et messieurs. Nous prenons la réaction de la CAGE par rapport au retour des exilés politiques. Comme vous le savez, Mboussa Nyamwisi, si je ne me trompe pas, est déjà dans nos murs, et Roger Lumbala, peut-être incessamment, sera aussi de retour dans son pays natal. Et évidemment, la rencontre du MLC avec l'Union européenne et le Rassemblement. Au niveau de la commission de décrispation, nous avions adopté l'abandon urgent et de la libération urgente de 7 personnes jugées comme cas emblématiques. Il s'agissait de M. Moïse Katumbi, M. Roger Lumbala, Antipas Mboussa, Floribert Anzoulouni, les 4 qui sont à l'étranger, sur lesquels il y a des menaces d'arrestation. Donc nous avons demandé à toute urgence que les poursuites lancées contre ces personnes soient abandonnées par la justice congolaise. Mais nous avons aussi demandé la libération de 3 personnes qui sont aujourd'hui en détention. Il s'agit de Jean-Claude Mouyambo, Eugène Diomindongala et Moïse Monidela. Lorsque nous sommes arrivés en plénière, 2 noms ont été aussi ajoutés, ce qui a fait que nous sommes passés de 7 à 9. Les ministres de la Justice, agissant pour les comptes du gouvernement, qui sont les détenteurs actuellement de pouvoir, ont été priés de prendre des dispositions pour que ces mesures deviennent effectives.
Nous avons considéré que cela constituait une mesure dilatoire. C'est la raison pour laquelle la grande partie des participants, nous avons demandé carrément que ces 3 cas puissent être resoumis encore à la CENCO pour ces bons offices, parce que nous avions constaté que dans les chefs du gouvernement actuel, il n'y avait aucune volonté de pouvoir régler rapidement les cas de Moïse Katumbi, de Jean-Claude Mouyambo et de Diomine Dongala. Ce qui a été fait pour les 2 autres, Michel Bonekoube et Bagaya Mouké, on a décidé à ce que la commission des hauts magistrats puisse s'en saisir. La première délégation a foulé les sols du siège du MLC, mais également du Front pour le respect de la Constitution, c'est celle de la CENCO. Les évêques ont fait ce déplacement pour rencontrer ces participants ou pour parler du centre interdiocésain afin de leur demander de s'impliquer davantage dans l'application de l'accord dit de la Saint-Sylvestre. Et le Front a répondu en disant que les évêques étaient en train de défoncer une porte déjà ouverte parce qu'ils n'ont jamais mis en cause la mise en œuvre de cet accord. Et tout bien qu'ils n'ont pas physiquement signé, ils étaient en train d'y travailler et ils ont regretté le fait qu'il y en a qui se servent de cette situation comme prétexte pour remettre en question cet accord. Au nom du MLC et du Front pour le respect de la Constitution, F. Bazaïba dit s'insurger contre l'utilisation de leur position comme alibi pour ne pas mettre en œuvre ce compromis politique. Pour le Front, c'est une question pour nous de nous rassurer que de manière efficiente, effectivement, ce compromis va être mis en œuvre dans toutes ces échéances. C'est pourquoi le Front souhaite jouer un rôle important, un rôle prépondérant dans l'institution qu'on appelle l'institution de contrôle, qui est le comité national de suivi de mise en œuvre de l'accord. Qu'il n'était pas tolérable pour nous que ceux qui vont gérer à la chose publique soient jugés partis. Et enfin, nous avons dit la non-signature du Front n'est pas un problème. Incessamment, nous allons aller apposer notre signature. S'en est suivi de la visite de l'ambassadeur de l'Union européenne, une visite d'encouragement non seulement au MLC et au Front pour le respect de la Constitution, mais également à toute la classe politique congolaise. La dernière délégation à être reçue, c'est celle du Rassemblement, conduite par Félix Tshisekedi et Martin Fayoulou. Ces 2 personnalités disent être venues recevoir les garanties auprès de leurs alliés signataires de l'accord du 31 décembre 2016. Monsieur Christophe Lutundula, vous avez suivi la réaction de F. Bazaïba. Elle a quand même un tout petit peu raison de craindre, parce que ce n'est pas la première fois qu'on signe des accords et des traités dans ce pays qu'on ne respecte pas. Elle veut des garanties solides pour l'applicabilité de cet accord du 31 décembre. Vous comprenez quand même son point de vue. Oui, la question de fond que ma collègue députée, Mme Eva, pose, elle est réelle. Elle est d'autant plus réelle et préoccupante que lorsqu'on suit ce que tu dis, et on venait de voir les images tout à l'heure, de l'autre côté, ça prête justement à un manque de bonne foi et de bonne volonté, et en tout cas, ça ne prédit pas le processus rapide de mise en œuvre de l'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que, bon, finalement, ce n'est pas en refusant de signer l'accord qu'on en aide à la mise en œuvre de l'accord. Ça, il faut quand même souligner aussi. Quand on ne signe pas, il y a une sorte de blocage aussi. Oui, parce que ceux qui ne veulent pas que l'accord soit mis en œuvre en profitent. Comme la majorité présidentielle cette fois-ci. Un élément de blocage. Il y a récupération aujourd'hui. Oui, c'est pour cela que je dis, on a bien fait le travail. L'accord est signé, les éléments de l'action sont là. Peut-être le combat, le front le plus difficile encore, c'est celui de la mise en œuvre, et ça commence par ce blocage qui me paraît, comme je l'ai dit tout à l'heure, de combat d'arrière-garde, et je continue à en appeler à tous les compatriotes qui sont dans cette posture d'utiliser des dilatoires, des motivations qui n'ont rien à faire avec l'intérêt de la population, pour qu'ils mettent fin à cela. Pour nous, le rassemblement, et vous avez vu,
les chefs de délégation, parce que notre délégation a été conduite par Félix Tshisekedi, la personne qui vous parle, à tout modestement, a été chef de délégation adjoint. Et notre délégation est allée Vous pouvez dire à cette population, face à l'écran, que le MLC a donné des garanties qu'elle va apposer réellement sa signature, qu'elle ne sera pas l'élément de blocage. J'en viens. Notre délégation est allée voir le MLC pour dire que nous tenons à ce que le MLC vienne signer et soit dans les rangs des forces de changement, parce que c'est un mouvement qui a démontré qu'il était pour la démocratie. Pour dire au MLC aussi, attention, il ne faut pas que nous endossions la responsabilité de la dégradation de la situation que nous n'avons pas provoquée. Est-ce qu'elle a donné des garanties? Je ne saurais pas le dire. Je n'ai pas fait partie de la délégation des évêques, c'est normal. La délégation de rassemblement, j'étais occupé à faire autre chose dans le cadre de la division du travail. Mais à l'entendre parler, on a lu aussi, je crois, la déclaration, on peut toujours continuer à espérer que le Front pour le respect de la Constitution va signer, et ce sera une bonne chose. Vous l'avez suivi aussi, Eve Bazaiba, elle ne veut pas, je crois qu'elle représente une grande frange de la population, elle ne veut pas que le rassemblement ou d'autres partis soient en même temps juge parti. On voit où elle veut venir, parce que si par exemple Étienne Tshisekedi est président du comité national de suivi de cet accord, et si on nomme encore quelqu'un de l'UDPS comme Premier ministre, est-ce que bon, quelqu'un peut-être de l'IDPS, on peut arrondir les angles, mais nous parlons de cette population qui n'est pas con, moi je le dis. Si on plaçait par exemple Félix Tshisekedi comme Premier ministre, est-ce que son père pourra-t-il le contrôler froidement? C'est peut-être ça l'appréhension ou la peur de Eve Bazaiba et d'une grande frange de la population aussi. Non, je crois qu'il faut faire la part des choses. Nous avons, dans l'accord qu'on a signé, nous avons les institutions classiques de l'État qui gèrent la République, qui exercent le pouvoir d'État. Et puis nous avons une institution spécifique, j'allais dire passagère, conjoncturelle, le Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral. En fait, le Conseil ne gère pas l'État, c'est une institution d'accompagnement. Le Conseil aide, chaque fois que de besoin, à ramener tout le monde aux engagements pris, de manière que le processus électoral, et permettez l'expression parce que ça fait polémique, je n'entre pas dans cette polémique, la période de transition soit une période où vraiment le pays essaye petit à petit de sortir du tunnel, comme on dit, de reprendre la vie normale et que les élections soient véritablement une fête démocratique. Ça, c'est la première explication. Deuxième explication, les institutions qui gèrent l'État. Vous avez le président, vous avez le gouvernement, avec le Premier ministre évidemment en tête, vous avez le Parlement. Pour me limiter à, je prends les institutions politiques telles qu'elles sont prévues à l'article 68 de la Constitution. Alors, suivez bien, vous avez le chef de l'État, qui a des prérogatives constitutionnelles qui n'ont pas été touchées. Il est l'autorité morale d'une famille politique qui s'est agrandie avec l'accord du 18 octobre 2016. Et vous avez, au sein du gouvernement, il y aura aussi des membres du gouvernement qui appartiennent à cette famille. Vous avez également, au niveau du Parlement, nous n'avons pas touché le Parlement. Le Rassemblement a accepté le bureau des chambres, la composition politique, la configuration politique des chambres. Tout cela est resté la même chose. Vous avez au niveau provincial le gouverneur et le vice-gouverneur de province, les assemblées provinciales, et on peut descendre jusqu'au secteur. Tout cela est resté, madame, de la même famille, ou du même, si vous voulez, regroupement politique, parce que je sais que parmi les signataires de l'accord du 18 octobre, il y en a qui ne veulent pas, qui disent qu'ils sont de la famille politique de l'État. Mais nous, du Rassemblement, quelle garantie? Parce que nous, en tout cas, au niveau du G7, et je crois que le Rassemblement partage ce vie, nous ne sommes pas là pour considérer que le gouvernement, le Premier ministre, c'est pour faire des réformes, je ne sais pas pourquoi. Il n'y aura que deux missions essentielles. Les élections et le social aussi. Le social et l'arrêt de la dégradation économique dont on venait de parler, parce qu'il ne faut pas un jour qu'on arrive, malheureusement, à une situation où on dit, par exemple, on ne peut plus avoir de compte en devise pour le Congolais, ce serait une catastrophe. On a connu ça. Où il n'y a plus d'argent pour importer les produits de première nécessité. Je ferme la parenthèse économique parce qu'on l'a dit. Donc, nous aujourd'hui, nous n'avons en fait qu'une seule garantie, madame, c'est le poste de Premier ministre. Même si Tshisekedi
le père, parce que vous avez parlé de père, père et fils, est du côté du Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral. Le contrôle du gouvernement de la gestion de l'État reste dans l'ordre constitutionnel. C'est-à-dire le Parlement qui reste entre les mains de qui? Des signataires de l'accord de la Cité de l'Union africaine et plus particulièrement de la majorité présidentielle qui est la majorité parlementaire. Et une petite garantie, c'est la présence de Tshisekedi qui a été acceptée à l'unanimité en tant qu'Étienne Tshisekedi, en reconnaissant de ses mérites, de son combat, de son engagement en faveur de la démocratie. Donc vous avez l'autorité politique, l'aura politique de Tshisekedi, additionnée à l'autorité morale de la SENCO, parce que nous avons tous demandé à la SENCO d'être au Conseil, la SENCO a accepté. Nous aurons la représentation, 28 membres issus de signataires de l'accord du 18 octobre, et des non-signataires. Et la majorité présidentielle n'est toujours pas d'accord, malgré tout ça, toujours pas d'accord. C'est la question que vous devez leur poser. Donc aujourd'hui, l'honnêteté la plus élémentaire, je dirais même la justice la plus élémentaire, devrait amener tout le monde à comprendre qu'en fait, le rassemblement veut le bien de ce pays, de ce peuple. J'ajouterai encore autre chose, madame. Est-ce que vous savez qu'au début, nous avions posé des conditions de préalable pour parler avec ceux qui étaient en face de nous, qui nous martyrisaient. On a renoncé à ça. On a dit, ce sont des dossiers à traiter comme d'autres dossiers. Et nous allons en parler. Donc, voyez-vous, on ne comprend rien. Et il n'y a pas d'autres explications que la volonté de bloquer. Et je ne voudrais pas faire ici ce qu'on a toujours dit, procès des tensions. Mais les faits sont là. Et donc, je termine. Parce que vous avez parlé de Félix. Donc, je voulais vous dire que ça n'a rien à faire avec les institutions de la République. Et nous, G7, nous avons fait une conférence de presse ce samedi. On va en parler. Nous estimons que l'UDPS mérite de donner le Premier ministre. Et après tout, Félix, des citoyens comme vous et moi. Et pourquoi pas lui? Pourquoi? Pour quelle raison? Et on va en parler. Donc, ne posons pas le problème d'homme à homme, mais de parti à parti. Non, de parti à parti. Et surtout, on a tout donné, nous avons besoin de garanties. Vous aussi, comme population, nous avons besoin de garanties. Mais une toute dernière question avant de passer au troisième condensé, c'est le retour des exilés politiques. C'est vrai que pour Roger Lumbala, Nyamwisi, c'est presque acquis, mais pourquoi ça bloque pour le cas de Moïse Katumbi? Pourquoi on n'en parle même pas? C'est comme si Moïse Katumbi fait-il autant peur à la majorité présidentielle? On ne comprend pas très bien. Pourquoi ça bloque pour Moïse Katumbi? À l'évidence, c'est le cas. Je crois que, à vrai dire, la majorité considère que Moïse Katumbi, c'est l'adversaire le plus redoutable. C'est pour ça qu'on le bloque. Et tout au long des discussions, lorsqu'on citait le cas de Moïse Katumbi, tout le monde entrait pratiquement en transe, dans une colère, comme des tempêtes. Et ce qui est encore plus symptomatique, révélateur par rapport à ce que vous dites, c'est ceci. Il faut admirer. Qu'est-ce qui fait sa force, Christophe Lutundula? Laissez-moi répondre à la question. Il faut admirer le niveau élevé de responsabilité et de sens de l'État. C'est vrai qu'il a appelé Olivier Kamitatou pour dire cette phrase qu'on a entendue le 31 décembre, que si mon cas fait blocage... Il n'y a pas qu'Olivier Kamitatou. Il a appelé tout le monde. Il a appelé Olivier. Il m'a appelé. Il a appelé Pierre Lumbi. Il a appelé César parce que nous soutenons sa candidature. Il a parlé aussi certainement avec le président du Conseil d'État, le président Tshisekedi. Il faut apprécier ce niveau philosophique assez élevé, l'essence de l'État, comme je viens de le dire. Et l'oubli de soi, effectivement, il nous a dit, écoutez, ne bloquez pas la nation. Nous avons de problèmes sérieux. On a perdu la considération internationale. La classe politique a perdu sa considération à l'interne. Écoutez, débloquez. Je m'en remets aux évêques. Mieux encore, il a même dit, dites aux évêques, dites à la majorité présidentielle que mon cas, je ne souhaite même plus que la commission des magistrats qu'on a instituée le traite. Je me confie aux évêques et je considère que ça aboutira et ça devra aboutir parce que je suis innocent. On invente des choses pour m'empêcher d'exercer mes droits.
aujourd'hui, vous savez ce qu'on a demandé pour Katumbi? Des petites choses. On a dit, voilà, vous avez dit mercenaire. Vous avez dit escroquerie, quelque chose comme ça avec Stoupis. Levez les mandats de prise de corps. Pour lui permettre, ça veut dire quoi? Expliquez à cette population. Mandat de prise de corps, ça signifie ceci. C'est en fait le document, pour vulgariser, le ministère public, le procureur comme on l'appelle généralement, établi pour qu'on vous saisisse, on vous prenne, on vous amène au livre. Comme un mandat d'amener. Non, mandat d'amener, c'est différent. différent. Parce que le mandat de prise de corps, il est pris lorsque le jugement a été rendu et que le jugement demande qu'on vous arrête. Et pour le cas de Moïse... Donc dès qu'il foule le sol congolais, il est arrêté. Pour le cas de Moïse, vous avez suivi la dame, je n'ai plus revenu sur ça. Hein, la dame et la juge, moi je suis un ancien magistrat, j'ai honte de ce qui s'est fait dans mon pays concernant mon ancienne profession, qui est un corps d'élite, une profession noble. Moïse a été condamné par défaut. Il a fait opposition, il y a toute une histoire, ça nous prendra du temps. Mais ce qui est vrai, c'est que bon, quand on a fait le jugement, par défaut, avec une clause d'arrestation immédiate, alors que dans le passé, avant le cas de Moïse, le procureur général de la République, je crois que le 5 décembre 2005, avait émis l'instruction interdisant que lorsqu'on condamne quelqu'un par défaut et qui est en opposition, qu'il y ait une clause qui s'exécute, qui dit on l'arrête immédiatement parce que la procédure continue. Bref, nous avons demandé seulement ça. Pas l'exonérer de ses responsabilités pénales éventuelles. Mais c'est la réconciliation, c'est la décrispation, permettait à Moïse de revenir se défendre devant la justice. On a refusé. Et ça n'est pas tout. Et vous savez que Kyungwa commence. Hier ou avant-hier, il a répondu à l'invitation du procureur général à Lubumbashi après qu'on ait levé son immunité dans les conditions que l'on sait à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Il est allé, il n'y avait pas de problème, tout s'est bien passé. Il a même dit au procureur général qu'il prendrait son avion aujourd'hui pour venir à Kinshasa, où il y a des tractations politiques. C'est un cofondateur du G7. Nous avons besoin de lui pour la composition du présidium. Ok, il arrive ce samedi à Lubumbashi, à l'aéroport. On n'a pas voulu qu'il prenne son avion. Est-ce que vous êtes juriste, expliquez un peu, est-ce qu'il est interdit à un Congolais, s'il a un jugement en cours, de sillonner l'espace congolais? Il est interdit de sortir en dehors du territoire, mais si vous êtes détenu à titre préventif, bien comme condamné, ou si le procureur, au sens général du terme, procureur de la République, procureur général, prenez le ministère public, vous a interdit de mouvement. Là, vous ne pouvez pas partir. On ne lui a pas interdit de mouvement? Non, parce qu'il a dit au procureur général qu'il partait. Il n'a pas interdit de mouvement. Vous savez également que nous avons des collègues de rassemblement qui ont été interdits de quitter le territoire national. Ils sont là. Pour quelle raison? Parce qu'ils sont venus discuter avec le gouverneur Kimbuta en septembre. Le gouverneur Kimbuta est allé même chez eux, au bureau d'Olengankoy, pour qu'on organise ensemble les événements sanglants du 19, disons la manifestation du 19 septembre. Le fait d'avoir été, parce que c'est cela en réalité, constitue pour eux une infraction, on met tout sur leur dos, ils ne bougent pas, ils sont là, décrispation. Parmi les détenus dont on nous a dit qu'ils étaient libérés, il y a le cas Moni Dela. Aucune infraction connue, il n'y a pas d'instruction qui continue. On a dit non, il faut que Moni Dela, qui a saisi la Cour constitutionnelle du fait de l'inconstitutionnalité d'une procédure qu'il a contestée, retire sa requête. Il a retiré la requête. Mais jusque-là, toujours pas de... Il est toujours à Makala. Et ceux qui viennent, les Lumbala, les autres, Mboussania, je ne connais pas une procédure judiciaire qui existe à sa charge. Il était exilé. Ce qu'on a demandé, c'est qu'il n'y ait pas de tracasserie. Les Mouyambo, parce qu'on a parlé de Moïse, Katumbi. Moi, je suis un ancien magistrat. Je ne connais pas, mes anciens collègues me suivent, peut-être que je me trompe, parce que ça fait plus de 30 ans que j'ai quitté le corps. Je ne connais pas des cas comme celui de Mouyambo. 2 ans de détention préventive pour une infraction d'escroquerie. Il n'a jamais été présenté devant le juge de jugement. Hein? Le tribunal. Ça, ce sont des cas. Bon, des stations de radio et tout ce dont on parle. Il n'y a rien qui a changé. Bien au contraire, on continue à arrêter. En tout cas, les ministres de médias et de la communication il a donné ses garanties, il a dit incessamment, je lui fais confiance.
il n'y a pas de raison qu'on se livre à une sorte de procès d'intention. Nous ne sommes pas encore arrivés au 15e jour. Mais pour tous les cas de décrispation, mes chers compatriotes, rien n'a été fait. Alors, si vous additionnez tout cela, ça pousse aux gens à considérer, à se douter, et même quand le président de la République dit aux évêques continuez la tâche, faites en sorte que l'accord s'applique rapidement, il y a lieu de mettre les plus grandes réserves, parce que maintenant tout se fait avec réserve. Nous allons parler aussi, nous continuons toujours dans le même domaine, nous y restons, restitution du rassemblement, le rassemblement a restitué les travaux du dialogue interdiocésain. Les Quinois ont encore réagi par rapport à la cohabitation Assemblée nationale et gouvernement, et enfin le mémorandum de la plateforme des non-signataires de l'accord du 18 octobre et du 31 décembre. Après 3 semaines de travaux de pourparlers menés sous le bon office des évêques de la Cinco, l'heure était la restitution des dites assises au rassemblement. La coalition des alliés du président Étienne Tshisekedi s'est dit satisfaite des résultats obtenus après plusieurs combats politiques et la concrétisation de l'idée d'un vrai dialogue tel que prôné par le leader de l'opposition et la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. À ce jour, ces rêves est devenu une réalité. Et nous avons raison de le dire encore haut et fort que le président Étienne Tshisekedi est et reste un vrai visionnaire. À l'issue des 10 travaux, les délégués du rassemblement disent avoir obtenu quelques résultats satisfaisants, notamment la libération de certains acteurs politiques, membres de la coalition des alliés d'Étienne Tshisekedi. Nous avons obtenu le retour de notre compatriote Roger Lumbala, le professeur Mbonekoube Mikael et aussi M. Gustave Bangamoukwe. Et le cas de Diomi, nous avons réussi à placer son cas de la même manière que le cas de Moïse Katumbi et le cas de Mouyambo. Quant à la désignation du candidat au poste du Premier ministre, Jean-Pierre Lissanga Bonganga, coordonnateur de la coalition des alliés d'Étienne Tshisekedi, révèle que la charge revient au rassemblement. Nous tenons à attirer l'attention des uns et des autres que ceci ne doit pas nous diviser. Mais c'est le moment où le rassemblement doit faire preuve de sa maturité politique, du patriotisme et du sens élevé de la démocratie. La coalition des alliés du président Étienne Tshisekedi félicite vivement les prélats catholiques pour la mission accomplie, mission sanctionnée par un accord politique historique. Cette coalition pense que les noms des évêques de la Cinco resteront à jamais gravés dans les annales de l'histoire de la République démocratique du Congo. Le sujet est sur toutes les lèvres. Certains pensent que ce n'est pas encore gagné pour le rassemblement quant à la primature. La plateforme d'Étienne Tshisekedi n'a que 30 députés à l'Assemblée nationale. L'investiture du successeur de Sami Badibanga poserait problème. Les Quinois le savent, mais pensent à une cohabitation normale entre l'Assemblée nationale et le gouvernement du rassemblement. Je ne vois pas qu'il y aura des problèmes dans la mesure où c'est un accord signé par toutes les parties. Et si les partis qui ont signé en bonne conscience, ils seront eux-mêmes les soutiens du gouvernement qui va sortir de cet accord-là. Comment ils peuvent signer pour ne pas soutenir encore ces mêmes gouvernements? Et je pourrais dire par prudence qu'un contrôle positif n'est pas exclu. Ils peuvent contrôler positivement pour amener à bon escient ces gouvernements-là. Le gouvernement ne peut avoir aucun problème. Nous sommes dans un régime spécial, là où tous les acteurs, qu'ils soient donc de l'opposition et de la majorité, ont accepté donc de diriger le pays pendant cette période de crise. Donc il n'y aura aucun problème, c'est-à-dire tous ces acteurs politiques, les députés et tout ça, doivent être sereins pour amener le pays donc dans une alternance que tout le monde attend. Comme maintenant qu'un gouvernement doit être établi, et s'il arrivait que l'UDPS obtienne, comment dirais-je, la primature, bien que l'UDPS n'a pas, comment dirais-je, beaucoup de députés au Parlement, et je demanderai à ceux qui en ont plus, donc la majorité et les autres composantes, de pouvoir travailler en synergie avec l'UDPS, ne fût-ce que pour préserver la paix. L'UDPS aura
va présenter son Premier ministre à l'Assemblée nationale. C'est la même majorité présidentielle-là qui a accepté l'accord. Alors la même majorité va soutenir UDPS au Parlement. En signant cet accord politique-là, cela veut dire que la majorité devient l'opposition. Donc la majorité doit soutenir le Premier ministre. Pas de majorité à l'Assemblée nationale, le Premier ministre du Rassemblement aura sa vie sauve de l'accord de la Saint-Sylvestre. Voir la possibilité avec la CENCO, la possibilité d'obtenir l'adhésion des partis politiques qui n'ont pas participé au forum de l'OIA, de la cité de l'OIA, et au dernier forum. Parce que dans ce dernier accord du 31 décembre, lorsque vous le lisez bien, il ne laisse pas l'ouverture aux partis qui n'ont pas participé. C'est ça la différence avec le premier accord du 18 octobre, qui dans son article 24 disait donner la possibilité à ceux qui n'ont pas participé de venir signer, donc donner leur adhésion par la signature. Mais ce deuxième accord ne donne pas cette ouverture-là. Ça nous inquiète, or il y a plusieurs partis politiques, tous ne pouvaient pas entrer dans la salle ici pour discuter des choses de la nation. Les principes qui sont arrêtés sont bons, mais il faut exprimer cette adhésion par la signature en faisant cette ouverture aux partis qui n'ont pas participé à ces assises. Donc là, l'IDPS qui va, ça donne le temps, mais nous sommes plusieurs partis politiques à raisonner de la même manière. Ainsi, ceux qui ne sont pas encore, qui sont hésitants, peuvent nous rejoindre pour faire ce front et obtenir qu'il y ait cette incise d'ouverture de la signature pour les partis qui n'ont pas participé à cet accord. Donc, c'est ça notre démarche, et voir si cette disposition de l'article 24 du premier accord peut être rapportée et remis dans le nouveau accord. C'est par souci d'inclusivité, comme le souhaite toute personne de bon sens, d'ailleurs le chef de l'État l'a répété aussi, c'est par ces soucis-là que nous voulons impliquer les partis politiques qui n'ont pas participé pour une raison ou une autre à ces deux forums. Monsieur Christophe Lutundula, vous avez suivi ces Quinois qui réfléchissent en tout cas et qui donnent leur point de vue. C'est la peur d'ailleurs quand certains d'entre eux dans le ventre. Comment ça va se passer si aujourd'hui le rassemblement ou l'opposition donne son Premier ministre et qui sera issu de l'UDPS, mais l'UDPS n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale. Comment ça va se passer? Parce que la majorité, on le sait, est détenue par la majorité présidentielle. Est-ce qu'il y aura, vont-ils travailler dans une symbiose? Il y aura tout le temps de casse. Madame, en fait, pour prendre des typologies classiques, nous allons avoir un gouvernement, si vous voulez, de coalition. De cohabitation Coalition. Parce que nous parlons de gouvernement, de coalition. Comme il y en a en Belgique, par exemple, ça a vraiment un peu dans leur culture, dans leur tradition. Et quand il y a un gouvernement de coalition, vous avez certainement, même la majorité présidentielle telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est une majorité de coalition. Il y a toujours un parti qui a plus de députés, pour eux c'est toujours le PPRD et ainsi de suite. Et la base de cette coalition, c'est cet accord politique. Il est évident que dès lors qui n'est pas au-dessus de la Constitution, M. Christophe Lutundula. Je dis bien un accord politique. Okay. Je dis bien un accord politique. Il y a des règles constitutionnelles qui sont en vigueur et on vous l'a dit qu'on ne changera pas la Constitution, on s'est battu pour la Constitution. Ok? Nous avons ici, si vous voulez, une vision commune de la solution à donner à la crise électorale qui est devenue une crise finalement purement politique avec des implications économiques et sociales aggravantes par rapport à la situation du départ. Ok? C'est cette base-là. Alors, quand nous formons le gouvernement, il y aura, comme je vous ai dit, la participation inclusive et paritaire, ceux qui étaient à la Cité de l'Union africaine et nous qui n'avions pas signé cet accord-là. Okay? Donc nous sommes tous impliqués dans le gouvernement. À partir de ce moment-là, à l'Assemblée, nous allons pratiquement, peut-être pas une configuration monocolore, mais une configuration consensuelle. Vous voyez, si la majorité présidentielle, qui a la majorité parlementaire à l'Assemblée comme au Sénat, dénonce l'accord ou sort de l'accord, il est clair qu'elle va créer une crise politique comme il peut y en avoir partout. Aujourd'hui en Belgique, c'est le parti flamand là, de Marseille, le nom m'échappe. De Web, comment on l'appelle, ce nom m'échappe. Si le gouvernement de ce monsieur-là, qui est un tel gouvernement, disons le parti des libéraux,
décide ce matin qu'il ne soutient plus Charles Michel, le Premier ministre belge, qui ne fait plus la coalition avec les maires, eh bien, le gouvernement tombe. C'est clair. Donc, moi, je dis, oui, la préoccupation du compatriote est vraie, mais à chacun d'assumer sa part de responsabilité et de tenir compte des vous avez engagements. suivi quand même, je sais que ça viendra après, mais la position de Sami Badibanga, les évêques sont allés le voir, il a dit carrément que non, lui ne va pas démissionner parce que le président de la République n'a pas cette prérogative de le faire partir. C'est l'Assemblée nationale qui doit le faire partir. Comment ça va se passer? Est-ce que vous devez faire un forcing? Comment ça va se passer? Sami Badibanga doit-il continuer à travailler? Doit-il présenter? Parce qu'il y a des voix qui s'élèvent, ils ont dit par élégance, Sami Badibanga doit démissionner parce que l'accord est déjà là, il doit partir pour laisser la place aux politiques de travailler. Comment ça va se passer? C'est encore une période de crise, de dédoublement des institutions. Comment ça va se passer? Comment vous présentez cette situation à cette population? Sur le plan technique, dans notre constitution actuelle, dans notre système institutionnel prévu par la Constitution, le président n'a pas le pouvoir de revoquer le Premier ministre, ni un membre du gouvernement, quelconque ministre ou vice-ministre. Ça doit être clair. Le Premier ministre ne part que s'il y a, ou un membre du gouvernement, motion de défiance si c'est individuel, de censure si c'est l'ensemble du gouvernement, ou s'il y a démission. Là, donc, le débat n'est pas là. Le débat est sur le plan politique. Nous avons signé un accord politique, ok, avec ceux qui ont porté Badibanga à la primature. Ils ont signé sous réserve. Expliquez, nous faisons du coq à l'âne. Et ils ont signé sous réserve. Ça veut dire quoi signer sous réserve? Ils ont explicité. Généralement, quand on signe sous réserve. Est-ce qu'on écrit ça? Parce qu'il y a des gens qui ont dit qu'ils n'ont pas vu écrire ils ont vu des signatures, mais ils n'ont pas vu sous réserve en bas. Donc on ne comprend pas très bien ce que ça veut dire. Je préfère qu'on parle à un autre niveau parce que bon, on a vu, on n'a pas vu. Ils ont dit qu'ils ont signé sous réserve. Quand on signe sur réserve, au Congo comme ailleurs, sur le plan national, sur le plan international, ça peut dire ceci, qu'il y a un problème qu'il faut résoudre. Ça peut dire ceci, la solution qu'on a apportée à ce problème n'est pas bonne. Ça veut dire ceci, nous ne sommes pas d'accord avec la solution apportée au problème. Ça veut dire ceci, ce qui est écrit dans la Convention ne nous engage pas. Vous comprenez? Dans les cas d'espèce. Où vous situez alors le sous-réserve c'est pour ça que je dis dans les cas d'espèce. À suivre ceux qui ont émis les réserves, ils ne remettent pas en cause l'ensemble de l'accord, ni son contenu. C'est pas moi qui parle à leur place. Ok? Ils ne disent pas qu'ils ne vont pas s'impliquer dans la mise en œuvre. Nous sommes en train d'attendre les propositions d'arrangement particuliers des uns et des autres. Ils se préparent, j'ai des informations. Ils ont dit qu'ils le feront sous certaines conditions aussi. Ce qu'ils disent, c'est qu'il faut résoudre le problème de l'inclusivité. Voilà. Okay? Sous réserve d'inclusivité. Et le président de la République a dit aux évêques, allez résoudre le problème. Bon, maintenant, dans le concret, les évêques sont allés voir le Front pour le respect de la Constitution, pour ne pas dire l'MLC. Nous-mêmes, je vous ai parlé de la démarche du rassemblement, on ne reviendra pas pour gagner du temps. Il appartient à ceux qui se disent, ou qui disent plutôt qu'ils ne vont pas signer, de prendre leurs responsabilités face à l'histoire de notre pays et face au peuple congolais. Je vous ai dit également... Ils sont en train de tergiverser, de faire passer le temps, c'est ça? Je vous en prie. Je vous ai dit également que nous avons agi par délégation et avec les délégués. Ok? Les délégués de chaque groupe cité de l'Union africaine, Rassemblement, Front et Société civile, ont participé aux discussions et ont signé, sauf le Front. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas un accord qui doit être pris parce qu'il y a un individu. J'ai même vu ici des gens qui réclament de signer. On ne soumet pas l'accord à référendum. Il faut qu'on se comprenne bien. Donc, sur le plan politique, à mon avis, il appartient maintenant, au président de la République, qui est l'autorité morale de la majorité présidentielle, qui est aussi, en fait, le parrain de l'accord de la Cité de l'Union africaine. Il appartient également à ceux qui ont signé avec nous, co-signataires de l'accord de la Cité de l'Union africaine. Il appartient donc à ces deux, si vous voulez, à cette personnalité, le chef de l'État, et à ce groupe-là, de dire à leur Premier ministre que ce qu'il fait
c'est la crise politique. Il appartient à eux de démontrer au peuple congolais et à tout le monde qu'ils respectent leurs paroles. Parce que tenez, lorsque le président de la République a cautionné l'accord de la Cité de l'Union africaine, il a demandé au Premier ministre Matata de démissionner. Lorsque, à l'époque, la législature passée, il était question que le patriarche, Dizenga, laisse la place à un membre de son parti, il a parlé avec le chef de l'État et il a démissionné. C'est ce comportement républicain, c'est ce comportement qui privilégie l'intérêt supérieur de la nation, d'hommes d'État qu'on exige à ceux qui sont concernés. Vous voyez, donc ce n'est pas un problème technique, un problème de droit, c'est un problème politique, évidemment, qui impacte le comportement des institutions. Et s'il ne veut pas démissionner... Qu'est-ce qui va se passer s'il ne démissionne pas? Parce qu'on a ouï dire qu'il peut aller, Sami Badibanga peut travailler jusqu'au mois d'avril, jusqu'à la session d'avril, vous êtes député, donc il peut être là jusqu'au mois d'avril, il va travailler et tout ça. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est une guerre larvée que vous avez... C'est pour ça que je dis c'est un combat d'arrière-garde. J'hésite à utiliser ce terme-là parce qu'il n'est pas dans ma nature que d'être provocateur. C'est comme ça que je suis. Mais c'est pour ça que je dis qu'il y a anguille sous roche. Toutes ces manœuvres démontrent clairement que ceux qui ont signé avec nous l'accord ne veulent pas aller vers l'accord. Et je prends le peuple congolais à témoin. Le rassemblement a fait toutes les concessions possibles. Le rassemblement a démontré qu'il était là pour la démocratie, pour l'alternance, pour les élections et pour le peuple. Maintenant, le temps viendra où le peuple lui-même devra vous permettez. Je vous en prie. Vous permettez. Donc le temps viendra où le peuple lui-même doit se prendre en charge. Mais vous parlez tous au nom du peuple. De quel peuple? Parce que la majorité disent que c'est le peuple qui... Que chacun démontre... Le référendum, il y en a ceux de la majorité présidentielle ont dit par exemple que non, c'est au peuple de trancher. Pourquoi avez-vous peur du référendum? Qu'on mette cette constitution et qu'on fasse un référendum. Madame Paulette Kimuntu. Je vous en prie. Madame Paulette Kimuntu. De quel peuple il s'agit ici? Tout le monde parle au nom du peuple. On dit à latin, et c'est même en droit, salus populi suprema lex. L'intérêt du peuple est au-dessus de tout. Oui, nous crions peuple, peuple. Vous avez projeté des images. Il y a une grande espérance par rapport à l'accord. Vous avez suivi les prises de position de nos partenaires extérieurs au niveau des organisations internationales comme au niveau des partenaires bilatéraux, c'est-à-dire des États. Tout le monde porte l'accord. Ceux qui veulent dire à ce tout le monde-là qui ne veulent pas le règlement de la crise, ils sont en train de le démontrer maintenant. Si mon jeune frère, je parle avec affection comme africain, c'est ça notre esprit de culture, ne veut pas démissionner, ben, il va endosser la responsabilité. Et ceux qui sont avec lui, ils vont endosser la responsabilité. Mais à l'Assemblée nationale, vous pouvez faire une motion de défiance parce qu'il a dit que c'est seule l'Assemblée nationale qui peut le faire partir. Ça peut se passer comme ça? Techniquement, cela est faisable. Mais moi, je voudrais dire que ce n'est pas ça qu'il faut faire dans un pays qui a une élite qui se respecte. C'est pas ça qu'il faut faire dans un pays où il y a une classe politique qui crie à longueur de journée qu'elle est mûre, qu'elle est pour le peuple et qui diabolise l'étranger. Mais vu de l'extérieur, nous qui sillonnons le maître Christophe Lutundula, nous sommes un peu la risée du monde aujourd'hui. Est-ce que nous avons une classe politique vraiment responsable et qui pense vraiment à l'intérêt de la nation? Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression, vous donnez l'impression que chacun se bat pour ses postes ministériels aujourd'hui. Ceux qui sont là ne veulent pas partir, ceux qui ne sont pas là veulent y entrer. Et où est le peuple dans tout ça? Je n'ai jamais voulu donner l'impression que je suis prétentieux. Donc... quelque part, je ne veux pas donner des leçons. Vous êtes journaliste, vous parlez, vous êtes porteuse aussi de la voix du peuple. C'est ce que vous dites, et malheureusement, nous donnons cette impression-là. Et pas seulement une impression, il y en a qui font ça. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'il faut quand même être juste. Parce que la justice est nécessaire pour encourager le bon et pour décourager le mauvais. Hélas, je ne peux pas dire qui est bon et qui est mauvais. Je ne pense pas que dans la situation actuelle, on peut imputer une responsabilité, une faute quelconque au rassemblement. Non, madame, c'est injuste. Est-ce que vous êtes tout blanc aussi au rassemblement? Je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas dit.
Je ne l'ai pas dit. Ça devient aussi une nous n'avons pas, madame, aujourd'hui, ceux qui étaient... Mais oui, mais c'est ce que disent aussi cette population. Ceux qui étaient avec le président Kabila, qui ont travaillé avec le président Kabila, à quelques mois de la fin de son mandat, ils sont au rassemblement au G7 aujourd'hui au rassemblement. Des choses dont on a déjà parlé. Mais je vous en prie, la répétition est la meilleure des choses. Il y a des gens qui pensent toujours ça. On dit ceci. Vous n'êtes pas tout blanc au rassemblement. L'erreur est humaine. Persévérer dans l'erreur, c'est criminel. Peut-on reprocher à un homme politique qui a évolué dans ces cadres donnés et qui a milité même dans ce cadre-là pour que les choses avancent mieux, pour qu'on aille à la rencontre du peuple, c'est le cas du G7, peut-on reprocher à cet homme, à ces hommes politiques, d'avoir dit non, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut savoir ce qu'on veut. À supposer que dans la majorité actuelle, nous ayons tous compris le message du G7, nous ayons tous agi dans le bon sens. Est-ce que vous pensez qu'on aurait cette crise? À supposer que quand moi, qui est devant vous, je criais il y a 2-3 ans qu'il ne faut pas installer les nouvelles provinces dans la précipitation, qu'il ne faut pas multiplier les dépenses publiques avec des élus dont on ne sait même pas comment ils seront payés. Je ne savais pas trop à l'époque que le budget sera divisé par 2. À supposer que tout cela a été relayé par mes compatriotes et qu'on a agi ensemble, on n'en serait pas là. Donc, ce que vous dites là, je suis désolé, ce discours n'est plus celui qui va tenir. Nous ne sommes pas une blanchisserie. Les élections viendront et on dira à chacun quelle est sa responsabilité. Maintenant, nous sommes devant des défis majeurs qui concernent toute notre vie. Toute notre vie, à nous tous. J'ai dit toute notre vie, c'est-à-dire nous qui sommes aujourd'hui et les générations futures. Donc, il faut aller vers ce que vous voulez, vous les Congolais. C'est ça le problème à résoudre. Si le Congolais, par exemple, veut le référendum, Christophe Lutundula. Voilà. Le référendum, c'est le mot-clé aussi pour la majorité présidentielle. Vous me faites une passe là. Je vous en prie. Est-ce que vous avez peur du référendum, vous, au rassemblement? J'ai eu à m'expliquer sur cette question. L'article 5 de la Constitution dit le pouvoir appartient au peuple, souveraineté, et ainsi de suite. Mais cet article s'applique aussi en conjugaison avec les autres articles de la Constitution adoptés par le même peuple. Pour l'affaire du mandat, la durée et le nombre du mandat du chef de l'État pour la millionième fois, je répète et nous répétons, le peuple congolais en adoptant la Constitution a dit « Ne me posez plus de questions sur ça, j'ai verrouillé ». Nous ne sommes pas les seuls, madame. Je vous ai dit ici un jour que nous ne sommes pas différents des autres peuples que Dieu a créés. Comment nous pouvons nous-mêmes considérer que nous sommes différents? Nous devons reproduire la force de l'humanité. Ça n'est pas possible. Les gens avancent. Regardez le Ghana. Regardez le Nigeria. Et tous, je ne cite plus les pays occidentaux parce qu'on nous dit nationalisme, souveraineté et n'importe quoi, alors qu'on perd de l'argent à l'étranger pour engager des groupes de lobby, des avocats et tout, et tout, et tout. Mais de pays africains. Est-ce que nous sommes différents de ces gens-là? Quand vous prenez la Constitution française, l'article 89, la forme républicaine, verrouillée, la Constitution allemande, je ne fais que répéter ça à longueur de journée, l'état de droit et tout, et tout. Le peuple vous a dit ça. Et même dans l'article 218, qui organise la procédure, on peut faire des référendums. Mais là, je vais vous tranquilliser. On a fait des progrès. Et ça, c'est le travail de tous. Majorité présidentielle, signataire de l'accord de la Cité de l'Union africaine, rassemblement, nous avons fait un effort, il faut admirer ça. Nous avons tous admis 2 choses qui sont des réponses fortes et claires aux préoccupations de la population. Première réponse, on s'est tous engagés qu'on ne va pas initier, on ne va pas soutenir une quelconque initiative qui porte, qui tende, qui prête à la révision de la Constitution et au changement de la Constitution. C'est écrit. Et c'est écrit, nonobstant... Dans l'accord du 31 décembre. Ah oui, c'est écrit. Nonobstant l'article 5. Vous voyez? Et donc, l'article 220, qui est verrouillé par le peuple lui-même, ne peut même pas être révisé, ni par la voie référendaire, donc par référendum, ni par la voie parlementaire. Deuxième acquis important. Et là, c'est le travail de tout le monde, pas seulement du rassemblement. Nous avons constaté, nous avons d'abord pris acte de la déclaration du chef de l'État
devant le Congrès, dans son message à la nation, faisant l'état de la nation, où il a dit grosso modo qu'en fait son sort est réglé par la Constitution de la façon satisfaisante, et nous avons tiré la conséquence qu'ayant déjà fait deux mandats consécutifs, le président ne peut plus en briguer un troisième. Est-ce que c'est écrit explicitement, explicitement dans l'accord, parce qu'on aimerait, parce qu'on demande au chef peut-être de le dire voilà. intégralement. Je ne me représenterai pas comme en Angola. J'ai amené le rapport, l'accord. Je veux vous lire. Je vous en prie, est-ce que je peux l'avoir? Ah, vous pouvez lire. Donc, vous pouvez lire ça. Vous pouvez lire également ce qui est ici. Okay. Voilà. Commencez par 2. Les parties prenantes s'engagent à respecter la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée en 2011 et les lois de la République, à organiser les élections présidentielles, législatives nationales et provinciales, ainsi que les élections locales en conformité avec la dite Constitution. Nonobstant l'article 5 alinéa 1er qui dispose « La souveraineté nationale appartient au peuple », tout pouvoir émane du peuple et qu'il exerce directement par voie de référendum ou d'élection et indirectement par ses représentants, elle s'engage à n'entreprendre ni soutenir aucune initiative de révision, de changement de constitution. Voilà. Un rapport donc avec la préoccupation sur le troisième mandat pour le président de la République, M. Joseph Kabila. Les parties prenantes actent sa déclaration solennelle faite devant le Parlement réuni en congrès en date du 15-11-2016. En ces termes, à tous ceux qui semblent se préoccuper à longueur de journée de mon avenir politique, je tiens à dire, tout en les remerciant, que la République démocratique du Congo est une démocratie constitutionnelle. Toutes les questions pertinentes relatives au sort des institutions et de leurs animateurs sont réglées de manière satisfaisante par la Constitution. Ayant ainsi accompli 2 mandats, il ne peut donc en briguer un troisième. Voilà. La même chose pour les élections. Il y a une disposition là aussi où nous sommes tous mis d'accord que la présidentielle, les législatives nationales, les provinciales devront être organisées toutes au plus tard le 31 décembre 2017. Et les parties prenantes s'engagent à exécuter de bonne foi le présent accord et les recommandations formulées par le Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral. Voilà. De bonne foi. Est-ce que vraiment c'est rassurant? Vous vous connaissez entre vous les politiques congolais. Est-ce que vraiment vous avez cette bonne foi-là? Vu déjà ce qui se passe aujourd'hui, manifestement, ça pose problème pour certains. Parce que ce dont je peux vous dire, ce que je peux vous dire plutôt, est que nous, au G7, nous, au rassemblement, eh bien, nous sommes de bonne foi. Nous persévérerons, nous continuerons le combat avec le peuple pour que cet accord soit appliqué. Il n'y a pas d'autre solution. Nous ne sommes pas, rassemblement, une opposition armée, encore moins une rébellion. Notre Bible, c'est la Constitution. Notre armée, c'est le peuple. Donc, nous continuons à travailler dans ce sens-là. Notre bonne foi, je venais de vous donner, vous faites la comparaison de gains des uns et des autres. Vous comprenez? Donc, la question de la bonne foi, posée là à d'autres, au regard des faits précis, ce ne sont pas des procès d'intention, ce sont des faits précis que vous et moi, que tout le monde. Est-ce que la formation de gouvernement, ça prendra encore combien de temps, Christophe Lutundu? A déjà vu le tableau sombre que nous avez tracé de l'économie nationale. Ça peut prendre encore combien de temps pour la formation du prochain gouvernement? Les tractations peuvent encore prendre un mois, 2 mois. Si ça ne dépendait... Est-ce que le gouvernement sera encore éléphantesque? 68 membres? Oui, voilà encore vraiment le problème que vous posez, madame, qui souligne l'urgence de la mise en œuvre de l'accord. Et quand j'entends certains parler, et quand j'entends certains dire qu'ils ne vont pas signer, qu'il y a mille et une choses, je me demande, de quoi parle-t-il? Dans quel pays parle-t-il? C'est ça être un homme politique? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Et donc, aujourd'hui, pour être concret, nous avons conclu l'accord. L'accord dispose que nous devions négocier, conclure un arrangement particulier. Qu'est-ce que c'est qu'un arrangement particulier? On ne peut pas mettre dans ce document toutes les modalités pratiques d'exécution. Ça, ce sont les options générales, les grandes lignes. Et maintenant, très rapidement, nous devons, par exemple, concernant le Conseil national de suivi de l'accord de processus électoral, nous mettre d'accord sur la clé de répartition de 28 membres, sur la composition du bureau. Le président, c'est déjà connu, il y a 3 vice-présidents, un rapporteur et un questeur. Quand ça va démarrer, c'est-à-dire il faut un chronogramme,
Et comment tout cela, ce sont des modalités pratiques. Pour le gouvernement, nous devons mettre maintenant les principes des répartitions parce que l'ossature du programme du gouvernement se trouve dans l'accord de priorité. Donc il faut préciser tout cela et ce travail, à ce qui nous concerne, nous, les rassemblements, nous avons déjà transmis aux évêques le chronogramme, les différentes étapes de la mise en œuvre et nous souhaitons que la majorité fasse la même. Dans 30 jours, ça, ce sont les évêques qui peuvent vous répondre, mais nous avons déposé. Nous avons terminé ce samedi dans l'après-midi vers 13h notre projet d'arrangement particulier avec tous les détails concernant les institutions dont je vous ai parlé. Comme on travaille à des référendums, il y a une délégation qui est partie expliquer au président Tshisekedi et au comité des sages restreints. Et je crois que l'après-midi, le document a été déposé. Bon, moi, je suis avec vous faire l'émission pour expliquer l'accord. Il y en a un qui s'occupe de ça. Donc, de notre côté, le lundi, nous sommes prêts. Mais je sais parce que les évêques se sont un peu déplacés, notamment Monseigneur le Président, qui est allé à son diocèse, il y a des tâches pastorales. Il semble qu'il revient le lundi et le mardi, on reprend. Et pour revenir à la question du départ, quand est-ce qu'on va appliquer? Pour nous, il faut aller vite. Parce que si nous sommes au mois de février, on a grignoté déjà sur le calendrier. Avril, les élections, vous avez dit, c'est en décembre 2017. Et la question du mois de mars, je voulais dissiper l'équivoque parce que à un moment donné, le bruit a commencé à courir à gauche, à droite, que on ne peut pas convoquer une deuxième session extraordinaire parce qu'en fait, je crois le 16 ou le 17, la session extraordinaire actuelle prend fin parce que, d'après la Constitution, la session ne peut pas dépasser 30 jours. Mais je dis que nous avons un précédent, comme on dit. Rappelez-vous, l'année passée, on l'avait fait. Au Sénat, le président Kengo a été rappelé après les sessions extraordinaires pour venir faire adopter à la hussard, dans les conditions que vous connaissez, la loi portant répartition des sièges. Et donc, c'est pas ça le problème. Je dis encore une fois, à ceux qui traînent les pieds, eh bien, le peuple nous regarde, on ne nous attend pas. Ok. Voilà. Nous avons terminé, nous avons clos ce chapitre. En tout cas, mesdames et messieurs, nous courons maintenant derrière le temps. Nous prenons le 4 janvier. Comme vous le savez, cette semaine, on a célébré vraiment les martyrs qui sont tombés pour vraiment que nous puissions avoir cette indépendance tant attendue. Et 56 ans après, 57 ans d'ailleurs cette année, ben, nous allons voir les résultats de cette indépendance qui ne sont pas du tout roses, vu en tout cas ce que nous a présenté le tableau sombre de l'économie de notre pays, que nous a présenté Christophe Lutundola via le gouverneur de la Banque centrale. Et la sortie officielle d'une société civile, en tout cas d'une partie de la société civile, d'une plateforme, pardon, de la société civile liée aux peuples autochtones. C'est une double cérémonie présidée ce jour par la ministre de la Jeunesse et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté. D'abord, la mémoire des martyrs du 4 janvier 1959, illustrée par les scénettes et l'exposition des archives de l'IMCA. Magui Kiala va déclarer 2017 année du développement de la jeunesse, tout en réaffirmant sa détermination à travailler avec les jeunes de tous les horizons. Aujourd'hui, pour la jeunesse congolaise, c'est une manière de leur dire que nous avons une identité, nous avons une histoire, qu'il faut toujours regarder pour voir l'avenir. Nous voulons une jeunesse, en ce moment, une jeunesse avertie, qui a de bonnes manières. Nous profitons de cette occasion pour dire à toute la jeunesse congolaise sur l'ensemble de la République que l'avenir de ce pays nous appartient. Comme l'avenir de ce pays nous appartient, nous devons changer nos mentalités et devenir une autre personne. Un Congo nouveau pour une jeunesse nouvelle. Parce que si nous n'encadrons pas cette jeunesse maintenant, dans 10 ans, dans 20 ans, nous n'avons plus de pays ni de nations. La ministre de la Jeunesse va par la suite poser la première pierre pour la construction de la stèle de la paix, lançant ainsi la série des activités prévues pour célébrer les 70 ans de l'IMCA Congo. La détermination de la patronne de la jeunesse est saluée à juste titre par le président du Conseil exécutif national de l'IMCA, Jimmy Matoulou, qui promet le soutien de l'IMCA à Magui Kiala. L'adhésion de cette source constitue pour nous la force requise. Nous offrons notre disponibilité dans ces partenariats publics-privés et sommes ouverts à appuyer vos actions dans les secteurs de la jeunesse et de la culture, ainsi que
initiation à la paix citoyenne. L'IMCA compte sur l'implication du gouvernement pour récupérer ses biens spoliés, renseigne le président de son conseil exécutif national. Monsieur Christophe Lutundula, la date du 4 janvier, c'est la date dédiée aux martyrs de l'indépendance, mais plus les années passent, plus ces souvenirs semblent s'étioler. On ne sait plus très bien comment ça s'est passé. Et d'ailleurs, la BACO, en tout cas, se bat pour qu'il y ait quand même une stèle, un monument, pour qu'on puisse quand même commémorer nos morts. C'est ça aussi qui nous manque. Quand on meurt en RDC pour une cause, eh ben, on est parti pour de bon. Oui, je crois que nous devons entretenir la mémoire de l'histoire. Un peuple sans histoire, en fait, c'est un peuple sans âme et donc sans avenir. Et là, effectivement, on ne voit pas un symbole fort de cette date historique et du combat qu'elle incarne. Et moi, je pense qu'il faut y aller. Mais la meilleure façon aussi de se remémorer cette date et d'honorer les victimes du 4 janvier, c'est de faire avancer le pays. On n'honore pas leur mémoire en faisant de surplace, pis encore en reculant. Et c'est ça la situation du pays. Nous sommes maintenant on commence la 57e année de notre indépendance. Le Congo n'a pas avancé. On ne tourne même pas en rond comme dit Kofi Olomide, Toza Korompo. Non, non. On recule. Les gens ne mangent pas. Les gens ont difficile à payer la scolarité des enfants. Les gens ont difficile à circuler, les transports. Les gens sont exposés aux intempéries de la nature, les érosions. On va en parler d'ailleurs, le tout dernier sujet. Il n'y a pas de route. Je vous ai dit ici, on n'a pas de la situation économique. Plus que jamais, les pays indépendants de l'extérieur, malgré tous les cris qu'on lance chaque jour, et la chanson souveraineté et tout et tout. Donc, on fait comme s'il n'y a pas de Congolais. Le 4 janvier, on dit halte à la colonisation, il faut la liberté, il faut que nous prenions en charge notre destin national. Il faut, comme disait Lumumba, je le paraphrase, que nous allons démontrer au monde entier ce que l'homme noir peut faire quand il travaille en liberté. C'est quoi ce que Lumumba dit le 30 juin dans son discours. Tout cela, ça fait beau de dire tout le temps Lumumba qui prend Vita, je ne sais pas qui, Laurent Désiré Kabila. Ce n'est pas ça, ça c'est une exploitation abusive, j'allais dire même de l'escroquerie politique. En évoquant tout le temps ce nom-là, en chantant ce nationalisme qui devient un peu folklorique, cette souveraineté qui n'a aucun contenu réel. Il faut qu'on honore la mémoire de ces gens-là en changeant le pays. Vous êtes quand même une élite, un intellectuel de mon pays. Est-ce que 57 ans après Christophe Lutundula, est-ce que Van Beysen n'avait-il pas raison de nous demander 30 ans pour que nous puissions voir cette indépendance? Vu aujourd'hui, froidement, la situation que nous vivons aujourd'hui, est-ce que le noir est capable de diriger? Alors, vraiment, on se pose la question si on a vraiment quelque chose d'art génétique ou quelque chose qui ne va pas chez nous pour que en 60, on avait le même niveau de vie que le Canada, que la Corée, que les autres. L'Afrique du Sud. Aujourd'hui, nous sommes parmi les derniers. Avec toutes les richesses que l'on a, est-ce que vraiment Van Beysen n'avait pas raison de dire 30 ans après, l'indépendance n'était pas trop tôt aussi? La première chose, je ne suis pas afro-pessimiste ou négro-pessimiste. Je ne suis pas non plus d'un optimisme béat. Hein. L'histoire des dernières années de nos pays, disons depuis l'indépendance, nous dit quelque part quand même que nous avons des responsabilités. Je dirais les plus grandes responsabilités dans notre drame, dans les drames que nos pays connaissent. Mais il ne faut pas généraliser, je vous ai cité certains pays. Hein. L'affrontement d'une nation, d'une démocratie. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Il est toujours douloureux. Qui est responsable de cette situation en RDC? C'est vous les politiques, hein? C'est vous qui gérez. Madame, vous n'êtes pas d'accord avec moi. C'est pas le Congolais lambda qui est responsable de la situation. Je considère que tout le monde. Nous sommes le produit. Nous sommes le produit de notre société. Chaque peuple a les dirigeants qu'il mérite, sans aucune vantardise. J'ai toujours dit que si vous prenez 10 politiciens de ce pays, vous les amenez dans certains pays africains, ils ne feront plus la politique. Au premier coup, déclassés.
nous devons faire un effort qualitatif. Il faut faire un effort. Le discours que moi j'appelle du plein politique avec du vide intellectuel, sans vraiment aucun esprit prétentieux, il faut y mettre fin. Il faut agir à la croisée de l'intelligence, des réalités et de la nécessité de mobiliser. Parce que quand on mobilise, parfois on fait rêver. Mais il faut être à la croisée de ces exigences-là. Vous comprenez? Oui, nous avons un problème sérieux d'élite politique. Et il y a eu des ouvrages qui ont été écrits par les Congolais sur ça. On ne peut pas se voiler la face. Ce qui se passe chez nous est inadmissible. Un pays très grand, grande richesse humaine, naturelle et tout, mais vous avez un budget, on vous met 9 milliards de dollars. Mais on réalise en recettes publiques récoltées... 3 milliards. Non, 4 milliards. 4 milliards à peine. Et aujourd'hui, on nous met un budget, je crois, de 5 milliards poussière, mais on n'atteindra même pas 3 milliards. Pendant ces temps, on vous dit les élections, 1 milliard 800 millions. Bon, c'est un autre chapitre qu'on peut ouvrir. Pendant ces temps, il faut payer. Pendant ces temps, il y a de l'argent dépensé de n'importe quelle manière. Ça, ce sont des problèmes des Congolais. Arrêtez de nous dire les souverainetés, les Occidentaux. Non, eux, ils travaillent chez eux. Ils travaillent chez eux. Mais Christophe Lutundula, vous avez fait partie à l'époque, même sous Mobutu, de plusieurs dialogues, de plusieurs tables rondes et tout ça. Et aujourd'hui, une certaine opinion pense que l'histoire est en train de se répéter. Parce qu'en 90, quand Mobutu a fait son discours, et jusqu'à 97, 7 ans de transition, est-ce qu'aujourd'hui l'histoire n'est-il pas en train de se répéter? Est-ce que vous n'êtes pas en train d'ouvrir un boulevard à M. Kabila aujourd'hui? Peut-il faire une transition de 10 ans aujourd'hui aussi, calmement, avec toutes les tergiversations que nous vivons aujourd'hui? Vous lui octroyez un boulevard de... Donc je vais terminer d'abord la question, vous avez dit des Noirs. Non, 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 il y a des pays de Noirs qui avancent, hein, qui savent prévoir ce qui va arriver à leur économie, les chocs internationaux sur le marché des matières premières, tout, et ils se comportent très bien. C'est pas notre affaire. Bon, par rapport à ce que vous dites, non, d'abord je corrige, hein, je n'étais pas politique sous le régime Mobutu, j'étais un petit magistrat comme ça. Admettons. Même les experts, oui, parce que j'étais un peu dans le cabinet, oui, c'est vrai, c'est vrai, mais j'ai surtout émergé à la faveur de la transition et de la conférence nationale, donc pour précision. Effectivement, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est l'histoire qui, si elle ne se répète pas, à tout le moins, elle bégaye. Et moi qui ai vécu intensément cela, aux côtés d'un homme de haute facture, d'une grande personnalité nationale, de Cardinal Mosengo, je vois se dérouler le film. C'est pour ça que souvent, je dis à mes amis dans les partis, ou je sais toi ailleurs, que bon, ça va passer, mais ça va être douloureux. On aurait souhaité que ça ne se répète pas. L'histoire est en train de bégayer, c'est la vérité. Et le boulevard pour le président Kabila, j'ai dit non. C'est pour ça que je dis, ceux qui créent la confusion autour de l'accord, ils attisent le rejet du chef de l'État par la population et le rejet de son régime. Désolé, tout ce qu'il a fait de bien risque d'être tout simplement jeté dans la poubelle de l'histoire. Ceux qui ont joué, madame, aux prolongations, pour utiliser le terme du sport, aux prolongations, que ce soit le président Mobutu, que ce soit le président Babo, depuis Marcoussi, vous savez comment ça s'est terminé. Vous comprenez? Et je ne peux pas engager les camps du chef de l'État dans cette voie-là. Et c'est ça le G7 quand nous disions dans notre troisième lettre qu'on a emprunté une voie suicidaire. Il n'est jamais tard, surtout pas trop tard, pour mieux faire. Le peuple congolais est là, il est à la rencontre de ses dirigeants, de ses élites politiques et sociales, la société civile aussi. Et si ça continue, certainement que bon, il s'apprendra à nous tous, mais plus à ceux qui ont géré, et ils le connaissent. Nous terminons par une note triste, comme vous le savez, les pluies torrentielles, en tout cas qui se sont abattues à Kinshasa, ont occasionné énormément de dégâts. D'ailleurs, pas seulement à Kinshasa, même dans le
dans le Congo central. On doit s'y habituer. Dans le Congo central, dans la ville de Boma, il y a eu des dégâts pas possibles et plus ou moins une 50aine de morts. À Kinshasa aussi, de dégâts pas possibles dans la commune d'Ngalema. Et nous allons terminer, rendre hommage à la Plume d'Or qui nous a quittés. Congo Web Télévision est allé, en tout cas, pour honorer Michel Adilouya lors de la levée du corps à la clinique du cinquantenaire. Après la pluie, c'est le beau temps, dit-on. Cet adage n'est pas une réalité ici au quartier Champ des Tirs. Après la pluie qui s'est abattue ce vendredi, dans la soirée, tout ou presque a été endommagé. Ce qui reste dans ce quartier n'est autre que de graves érosions, de maisons écroulées, des routes détériorées au point de devenir impraticables, ce qui ne permet pas aux conducteurs de circuler paisiblement, comme expliquent ici ses habitants. mai ezobebisa biso bato balingi kobongisa nzela te babalabala te balupango nyonso ebebi na mai na lupango na nga mwaye eza te maluti aveni maluti libulu na nsima ndako liboso ya ndako libulu ezali nazokoka kutu kokanga ta si kokanga te bana nakimisaki bango banda lobi na tongwere namoni mbula eyindi nakimisi bana mwaye ya kolala pongi eza te nabeli na estoma likolo ya mbula leta talela biso ayokela biso ma. À quelques mètres de ces quartiers habite un cadre de l'UFC, parti cher à Léon Kengo Adondo, qui a aussi été victime des dames la pluie. Dave Ikembeleke ne va pas hésiter de demander à l'actuel gouvernement de faire du social le centre de leur gestion, ce avant de déplorer ces dégâts causés. C'est gravissime. Vous allez montrer les images. Nous n'avons pas de moyens pour pallier à ces problèmes, mais nous venons seulement demander l'intervention du gouvernement. Le Champ des Tirs, c'est une grande cité, c'est notre village. Et pour désenclaver les Champs des Tirs, il faut nécessairement la route d'Enzita soit réhabilitée. Les habitants de ce coin de la capitale ne demandent qu'une seule chose, la réhabilitation de leur route, mais surtout le désenclavement du quartier Champ des Tirs. À noter que dans ces grands quartiers, il ne reste que la route Nzita, jusque-là praticable. Autour du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Ramazani Chadari, le ministre des Affaires sociales, Solidarité et Actions humanitaires, celui des Affaires foncières, des infrastructures, des travaux publics et reconstruction, de l'urbanisme et habitat, ainsi que les vice-ministres de l'Intérieur et de la Santé. Tous concernés par le caractère transversal de la catastrophe naturelle survenue il y a environ une semaine dans la ville de Boma au Congo central. Sinistre qui a coûté la vie à une dizaine de personnes et a causé des dégâts matériels importants. La réunion, instruite par le chef de l'État et présidée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, va évaluer la situation sur base du rapport du gouverneur de cette province avant d'analyser les pistes de solutions appropriées en vue de soulager les victimes de cette catastrophe. Plus de 2215 ménages ont été sinistrés avec plus de 695 maisons dont les maisons ont été complètement détruites ou emportées. On a des dizaines de milliers de personnes qui actuellement sont sans ménage, sans protection. Et le gouvernement central s'est justement réuni par rapport à cette situation. Aujourd'hui, nous avons analysé la situation sur terrain, secteur par secteur. Nous allons maintenant nous retirer avec nos équipes techniques pour approfondir la situation et faire des propositions sur base, bien sûr, des propositions qui ont été envoyées par le gouverneur de la province du Congo central. Signalant qu'une autre rencontre du genre est prévue pour ce vendredi. Membres de famille, journalistes, amis et connaissances ont tenu à assister à la levée du corps de Michel Adilouya, ici à la mort de l'hôpital du cinquantenaire. Tous étaient en larmes et on lisait la tristesse sur leur visage. Un moment de consternation et de douleur comme le témoignent ses anciens amis. Je suis consterné par cette disparition énorme du point de vue de notre corporation. Je retiens de Michel que c'était un excellent journaliste de presse écrite d'abord. Hein. Je ne sais pas pour rien qu'on l'a appelé
plume d'or, hein, parce qu'il a excellé dans ses écrits, à travers la presse écrite. C'est un moment de douleur. Nous perdons quelqu'un qui a contribué dans plusieurs domaines dans notre pays. Il a fait la promotion des artistes. C'est quelqu'un qui a participé à la promotion de la paix dans notre pays. J'ai fait moi-même des émissions sur ces écrans avec ces journalistes. C'est quelqu'un qui était un homme d'idées, maintenant qui parle. La République et la capitale garderont sur lui une très bonne idée. André Ipakala, éditeur du journal La Référence Plus, souhaite pour sa part la pérennisation de son œuvre. Nous voulons vraiment que ces organes ne puissent pas disparaître avec le décès de l'initiateur. Il faudra que la nation puisse participer à pérenniser cette œuvre. Quand je parle de la nation participer à pérenniser cette œuvre, c'est plus ce qui devait à ces organes, qu'ils ne puissent pas faire marche en arrière, qu'ils puissent vraiment honorer les créances dues à ces organes. Ça pourra permettre à pérenniser les organes de presse créés par Michel Ladilouia. A noter, la dépouille mortelle de Michel Ladilouia, Laïkelaka, est exposée à la place Cité des Anges sur l'avenue du Haut Commandement, en face de l'École nationale des finances dans la commune de La Gombe. Et l'inhumation intervient ce samedi, comme prévu, au cimetière Nécropole, entre ciel et terre. Christophe Lutundula, pardon, c'est vrai que la pluie est une bénédiction, comme on dit chez nous en Afrique, et c'est vrai qu'on dira les catastrophes, c'est pas seulement en RDC, mais ici, chaque pluie devient synonyme de catastrophe. Qu'est-ce qui se passe? Bon, nous sommes un pays tropical, nous sommes en saison de pluie, j'allais dire que c'est naturel. Mais là où ce problème se pose, c'est à ces niveaux-ci. Gouverner, c'est prévoir. Ok. Tout cela se prépare par une bonne gestion du pays, des catastrophes naturelles et des services techniques. Nous avons, je crois, des services de météorologie, je ne sais même plus si ça fonctionne, et qui devraient normalement nous dire à telle période, ça sera ceci, ça sera cela, et on prend les mesures. Ça, c'est un. Deux, les investissements publics. J'observe qu'il y a un temps, il n'y a plus d'investissement public. Je ne parle même pas, ou je ne parle pas seulement des travaux, des infrastructures routières et tout, mais la lutte contre les érosions, c'est tout ça aussi. La politique de l'urbanisme, les normes urbanistiques, c'est la deuxième fois avec vous qu'on assiste. Chaque fois que vous êtes là, c'est toujours... Oui. Donc c'est autant dire que nous devons revoir la copie de nos politiques. Parce qu'il y a des zones, des endroits à Kinshasa où on ne devait pas bâtir, on ne devait pas... Oui, là aussi c'est la responsabilité de la population. Parce que vous savez, l'État, oui, l'État est là avec ses gestionnaires, ses dirigeants. Mais avant tout, c'est le peuple qui donne la force à l'État. Non seulement à travers les contributions fiscales et parafiscales, en tout cas les prélèvements obligatoires, mais aussi à travers l'implication dans l'action de l'État. Vous comprenez? Quand on vous dit ne construisez pas là-bas, vous construisez. Quand on a de l'argent, on arrache des terrains de l'État, on construit des buildings dans n'importe quelle condition. Ça, c'est un problème. C'est ça la conséquence. Et donc, il faut changer de politique. Politique de l'environnement. C'est un ministère qui, dans beaucoup de pays aujourd'hui, est à la une. Avec le changement climatique aussi, aujourd'hui, on a l'impression que les pluies deviennent beaucoup plus abondantes. C'est un ministère quelconque comme le ministère des Affaires sociales. Ça, c'est un problème. Il faut valoriser tout ça. C'est pour ça que nous, au G7, parce que nous avons un programme, on va parler de tout ça, nous disons, il faut l'alternance. On a vécu un temps avec ceux qui ont eu la chance de gérer l'État. Ça se termine par des catastrophes naturelles, humaines, institutionnelles, économiques. Ça doit s'arrêter et les Congolais veulent aussi une autre expérience de gestion. Okay. Voilà, je compatis au malheur de nos compatriotes. Malheureusement, j'ai l'impression aussi que le ministère des Affaires sociales et Affaires humanitaires, ça n'a plus de ressources. Et ça ne fonctionne pas. J'aurais voulu qu'il y ait quand même une contribution de solidarité nationale pour ce type de cas. Pour ce type de cas. Même par rapport à Michel Ladilouia, est-ce que vous l'avez connu? Est-ce que vous gardez un souvenir de lui?
J'ai pas eu une relation particulière de familiarité particulière avec qui Michel l'a dit. Je le connaissais, il me connaissait. C'est un monsieur sympathique. C'est un gars, je l'appelle avec affection, hein, dynamique, entreprenant. Il était chef d'entreprise de presse, une télévision, je crois, une radio, groupe de presse un aussi. groupe de presse aussi. Sa disparition, c'est aussi un drame pour ses employés. Vous comprenez? Je souhaite ardemment que ceux qui sont ses héritiers, en tout cas qui ont travaillé avec lui, contribuent à maintenir les instruments qu'il a laissés, à l'immortaliser. Et la meilleure façon de l'immortaliser, c'est de faire vivre le palmarès et sa télévision. Mirador TV et Mirador FM, la radio. Donc que son âme repose en paix. Et je reprends toujours, lorsque je suis dans des situations comme ça, de Monseigneur Isidore, je crois, de Souza, qui est archevêque de Cotonou, je crois qu'il est mort, la présidente de la conférence nationale, qui disait que nul dans ce monde n'a été créé que pour pleurer et enterrer les autres. À chacun son tour. C'est ça la condition humaine. Merci à vous, en tout cas, Christophe Lutundula, d'être passé à la barre. L'expression est consacrée. Merci d'avoir ouvert le bal pour moi pour cette année 2017. Merci en tout cas à tous mes followers sur les réseaux sociaux. En tout cas, merci à vous, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices qui attendaient de me voir. Et bien voilà, je suis là. J'ai présenté l'émission. Merci à vous, en tout cas, parce que vous avez posé beaucoup de questions. J'étais un peu malade, mais voilà, je suis là. Merci pour votre sollicitude. Merci en tout cas à toute l'équipe technique et je vous souhaite encore en tout cas une très bonne année, une année de tous les enjeux, l'année 2007. J'espère que les élections se tiendront en fin 2017. Merci en tout cas et le rendez-vous est pris, mesdames et messieurs, pour les dimanches prochains. Inch'Allah. Merci aussi beaucoup pour les rassemblements et les G7. Il y aura élection au plus tard le 31 décembre 2017. N'en déplaise à ceux qui sabotent le processus électoral. Merci et à la prochaine. Merci.